Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle des AVC chez les femmes non ménopausées. Le pourquoi. Le professeur Koumako est avec nous pour nous parler un peu des signes, des complications, pourquoi les AVC arrivent chez les femmes enceintes, surtout avant et après, pendant la grossesse et après la grossesse. Tout à l'heure, il nous parlait des signes. Donc là, c'est la deuxième partie des signes, professeur, n'est-ce pas? Oui, en fait, et donc dans la première partie, je vais résumer rapidement. Oui. Il y a les AVC qui sont liés aux contraceptions globalement et hormonales. Notamment, ça donne souvent des thrombophlébites. Et quand la personne est à risque et qu'elle prend la contraception, que par exemple elle fume, elle est migraineuse, le risque est très élevé. Maintenant, les éclampsies qui peuvent se compliquer d'AVC hémorragique ischémique, ici c'est artériel, donc ça touche les artères qui à destinée cérébrale. Maintenant, il y a la deuxième, en fait ça c'est la première, la deuxième c'est la période d'accouchement, soit juste avant, soit juste après l'accouchement. Et là, étant donné que les femmes pendant l'accouchement peuvent saigner, l'organisme met en place un certain nombre de régulations pour pouvoir permettre à la femme de diminuer cette capacité de saigner, et donc le sang devient hyper coagulable. Et ces femmes, juste avant ou bien juste après l'accouchement, et on le sent un peu qui coagule un peu trop. Et donc, ce qui fait que ces dernières peuvent faire des AVC. Souvent, c'est des AVC ischémiques ou bien une thrombophlébite cérébrale. Et habituellement, ce n'est pas grand-chose. On dit que la dame a eu mal à la tête. Le temps d'agir ou de réagir, elle est partie, quoi. Oh. Et souvent, les gens pensent que c'est un sort qui a été jeté à la dame. Elle a fait juste un AVC. Ou des fois, la femme fait des crises. Puisque les thrombophlébistes, souvent les premiers signes, c'est des crises d'épilepsie. Ou bien, quand la femme fait cette crise, on pense que c'est de l'éclampsie. Et donc, du coup, peut-être si on ne pense pas vite à un AVC, on va traiter l'éclampsie au lieu d'aller rechercher un AVC. Et donc, habituellement, ces AVC, ce qui est bien, quand on fait le diagnostic, le traitement fait que la femme retrouve toute sa fonctionnalité comme si elle n'avait jamais rien eu. Ah ouais. Oui. C'est ce qui est bien dans ces genres de choses. Mais seulement que le diagnostic est fait très tôt et le traitement mis en place et les femmes retrouvent complètement toute leur vie comme si donc le suivi est très important. Le suivi est très important. Très important. Le diagnostic est rapide et en fait les gynécologues le savent. Donc quand il y a des choses comme ça, ils mettent rapidement en place un certain nombre de choses. Maintenant, le problème, c'est lorsque ça se passe loin des grands centres où il y a un médecin ou un gynécologue. Et souvent des centres un peu éloignés où c'est juste dans les villages, une sage-femme qui est là. Souvent même il n'y a pas de sage-femme, c'est l'auxiliaire qui accouche. Donc peut-être il y a de petites choses qui échappent. Mais professeur, la personne n'a pas les moyens devant cette crise épileptique, entre guillemets, comment faire la part des choses entre une éclampsie et une thrombose veineuse cérébrale? Oui, là, et une vraie crise d'épilepsie. Ça ressemble. La crise d'éclampsie ressemble à de l'épilepsie. Habituellement, l'éclampsie s'accompagne, en fait, elle a toujours une hypertension artérielle. Donc, normalement, si c'est une crise d'épilepsie, théoriquement, il n'y a pas d'hypertension artérielle. Et puis, dans les urines, et pour l'éclampsie, il y a des protéines qu'il n'y a pas dans une crise d'épilepsie authentique. Mais seulement que des fois, on peut avoir d'authentiques crises d'éclampsie sans ces deux. Maintenant, c'est là où doit intervenir maintenant le neurologue pour faire la part des choses. Voilà. Donc, du coup, globalement, c'est pas pour dédouaner qui que ce soit, mais quand déjà il n'y a pas d'hypertension artérielle, il n'y a pas de protéines dans le sang, dans les urines, pardon, il faudrait qu'on passe a priori à une thrombose veineuse qu'à une présentation inhabituelle d'une éclampsie. Oui, moi j'avais une question aussi. Est-ce que les symptômes se manifestent de la même manière chez les femmes ménopausées? En dehors des AVC pendant l'éclampsie où les signes sont carrés comme un AVC classique, et pendant les éclampsies, du moins au niveau les thromboses veineuses, c'est que les signes, c'est presque toute la neurologie, quoi. Il n'y a pas
les signes les plus habituels, c'est les maux de tête et les crises d'épilepsie. Et ça dépend, puisque les veines, ça dépend des veines qui sont obstruées. Donc, mais comment mesurer les maux de tête là, pour savoir si ça va loin en fait? Parce qu'il y a des... Comment on peut savoir est-ce que c'est un mot de tête classique? Parce que des fois, c'est un peu intense, mais ça passe. Ici, les maux de tête n'ont pas de caractéristiques, il n'y a pas de spécificité. C'est juste, ça peut être un mal de tête banal. Hein. D'accord. Et on m'a dit que c'est rien du tout. Et puis derrière, moi, il y a un de mes proches qui est décédé comme ça. Elle a accouché. Et je crois 5 ou 6 jours après, elle a eu des maux de tête. Bon, on a juste banalisé. Et puis, derrière, elle est décédée. Et c'est des choses qui arrivent, mais le problème, c'est pour cela que la période post-accouchement ou bien péri-accouchement, avant ou juste après, c'est des périodes assez sensibles, donc il ne faut rien banaliser. Quand quelque chose arrive, il faut forcément aller vérifier que c'est rien de grave et que, puis pendant juste après l'accouchement, quand la femme donne le sein, ça peut faire des maux de tête. Donc, et c'est pour cela que c'est toujours bien de faire la part des choses par un praticien pour se dire non, ça c'est mot de tête, c'est tel mot de tête, c'est tel. Et donc, surtout ne pas vouloir vous-même dire que c'est lié à tel. On va lui donner du paracétamol. Oui, c'est ça. C'est des périodes très sensibles et pour lesquelles il ne faut rien banaliser. Il faut toujours vérifier. Et donc, quand on vérifie, il n'y a rien, c'est mieux que de dire c'est rien et que derrière, il y a des complications assez regrettables. Dramatique. Bon, on va passer à la chronique de Dr Farid, l'actu santé, la régie, s'il vous plaît. Hello Farid. Hello ici. Alors bonjour professeur, c'était très intéressant ce que vous disiez, mais ici il n'y a pas de quoi avoir une mine aussi à gare. Bah oui, parce que tu sais, c'est toujours les femmes, quoi. Nous on a plus de problèmes que vous. Ah ouais. Pas vraiment. Ou pas vraiment, professeur. Alors dans mon actu santé aujourd'hui, un thème beaucoup plus joyeux, le bienfait du rire sur notre santé. Alors, savez-vous que le rire stimule la production d'endorphines, ces fameuses hormones du bonheur? Elle nous procure une sensation de bien-être presque immédiate, mais ce n'est pas tout. Rire régulièrement permet aussi de réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress. Résultat, une tension artérielle plus basse, un immunitaire renforcé. Alors ici, tu vois que rigoler, ça a des bienfaits. Ça fait du bien même. Et pendant la période de l'accouchement et la grossesse, il faut donc, il faut dire... Pendant la période d'accouchement, vous êtes sûr? Il faut dire aux maris de faire rire leurs femmes aussi. Vous êtes sûr de ça? De ne pas leur prendre leur tête. Il faut donner un petit sourire aux dames. Oui, bien sûr. Alors, en conclusion, le rire est une thérapie naturelle et aux multiples bienfaits pour la santé physique et mentale. Alors, riez de bon cœur, profitez de petits moments de joie et adaptez cette aptitude qui embellit votre vie. Prenez juste quelques minutes pour rire, ça fait du bien. Alors, professeur, deuxième partie de ma chronique, il y a une question pour juste une petite minute, Farid. Le rire, c'est aussi... Oui, c'est le cerveau qui fait... Oui, c'est le cerveau. Cerveau qui fait tout. Si ça ne marche pas bien, c'est le cerveau. Ce qui va vous faire rire ne vous fera pas rire du tout. Peut-être ça peut même faire l'effet inverse. Ouais, on va en parler. Froncer les sourcils. Alors, professeur, deuxième partie, il y a Madame Afiwa qui a 38 ans qui me dit, docteur, ma précédente grossesse a été un véritable drame. Donc, au cours de cette dernière, elle a subi ou elle a été victime d'un AVC. L'enfant, malheureusement, n'a pas survécu. Et depuis, elle n'arrive pas à retrouver une vie normale, bien qu'en train de se remettre de cet AVC. Mais sur le plan émotionnel, en soi, c'est très compliqué pour elle. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Merci. Bon, toutes mes compassions à Madame Afiwa. Tout ce que nous pourrions lui dire, peut-être elle n'a qu'à venir consulter en neuro. Je ne sais pas si elle est déjà suivie en neurologie. Puis théoriquement, pour ce genre d'affection, il y a un suivi double. Il y a un suivi
médical pur, un suivi, je dirais, une prise en charge psychologique qui permet de passer ces stades difficiles, parce que déjà la perte de l'enfant, c'est déjà une forte émotion. Le fait d'avoir fait un AVC fait un surplus d'émotions, et donc du coup cette femme qui peut-être était capable de faire des choses se retrouve peut-être handicapée pour un certain nombre d'activités quotidiennes, et donc du coup c'est toujours bien d'être suivi dans les centres où ces pathologies, en fait ces maladies sont prises en charge, ce qui permet de donner, je dirais, une meilleure chance de se réadapter au quotidien que si ça n'est pas fait. Donc maintenant, si elle est déjà suivie en neuro, peut-être il faudrait qu'elle souligne son mal-être, puisque des fois les gens ne le disent pas. Et donc du coup, quand il n'y a pas de verbalisation, on bien ils n'ont pas le moyen d'aller faire la psychothérapie, j'en sais rien, puisque des fois on prescrit, mais faute de moyens, les gens ne vont pas faire. Ou bien d'appréhension aussi. Les gens se disent qu'est-ce que je vais aller est-ce faire, que ça va servir à grand chose. D'autant plus que mon enfant est mort et il y a AVC, c'est pas ces psychologues qui vont. Mais cette prise en charge permet de réajuster un certain nombre de choses. Et c'est le lieu de peut-être faire la suite de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Il faut savoir qu'après une éclampsie, et que ce soit compliqué ou pas d'AVC, il faut savoir que ces femmes doivent être suivies, parce que certaines femmes ne récupèrent pas totalement de l'éclampsie, elles deviennent hypertendues. Et quand elles deviennent hypertendues, le risque de faire un AVC est plus élevé que les femmes de leur génération. Et donc des fois, au moment où on les retrouve, c'est pendant un AVC classique, parce que une femme n'a pas le droit de faire un AVC avant la ménopause, quoi. Et donc ces femmes font des AVC autour de la quarantaine, et sans accouchement, c'est pas que elles étaient enceintes, non. Elles font une poussée d'hypertension artérielle qui entraîne un AVC classique. Et donc c'est des gens qui doivent être suivis et pour les prémunir de faire ce genre de complications. Et quand le suivi est bien fait, normalement tout se passe très bien. Et là aussi on saura si cette femme peut avoir encore un enfant ou pas, parce que en fonction de si l'hypertension artérielle n'est pas équilibrée, si elle tombe enceinte, elle risque de récidiver encore. La grossesse même risque de la tuer avant. C'est pas l'AVC. Non. Parce que là, l'hypertension ne sera pas contrôlable. Et c'est mortel pour ces femmes. Lorsque la tension n'est pas contrôlée et qu'elle tombe enceinte, c'est souvent mortel. Et donc c'est pour cela qu'une femme qui a fait une éclampsie, que ce soit compliqué ou pas, d'AVC, doit être suivi et après l'accouchement régulièrement, au moins 2 ou 3 fois dans l'année pour vérifier ces chiffres tensionnels, est-ce que c'est revenu complètement à la normale, ou faire des consultations pour vérifier si elle n'a pas des moments où il y a des pics d'hypertension artérielle. D'autant plus que la tension artérielle, ce n'est pas un truc qui est stable de façon permanente. Il y a des moments où ça s'élève, des moments où ça redevient normal. Et donc, si vous ne faites pas régulièrement et qu'on tombe sur les périodes où la tension artérielle s'élève, on risque de vous dire que tout se passe bien, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et c'est pour cela que vous devez voir les spécialistes de la chose qui feront des examens pour vous assurer que vous n'avez pas des périodes où la tension artérielle s'élève. Et lorsque la tension artérielle se relève par période, il y a des traces dans l'organisme qu'on peut retrouver en faisant un certain nombre d'examens. Et donc quand on fait ces genres d'examens, on peut vous préciser que oui, votre tension s'est normalisée. Non, votre tension encore, il y a des moments où ça s'élève, donc vous devez être traité, vous devez être pris en charge d'une certaine manière avec un certain nombre de médicaments. Donc, il faut que Madame Afiwa ait consulté un spécialiste de santé pour pouvoir en savoir plus. Merci beaucoup Farid, à demain pour une nouvelle chronique. À demain, ici, écoute. Vous aussi, si vous souhaitez envoyer des questions, n'hésitez surtout pas, notre numéro est à votre disposition, le +228 93 91 08 20, n'hésitez pas, envoyez-nous des questions, si vous avez des doutes, tout ce que vous voulez, allez-y, il y a aussi nos réseaux sociaux, TikTok est là, la page est là, donc allez-y, n'hésitez pas à consulter, les émissions sont dessus. Et voilà, donc professeur, on a fait un peu le tour, ou bien on a parlé, vous voulez rajouter. Je voulais rajouter un truc, est-ce que l'environnement aussi joue un rôle important? Il y a du stress. C'est ça. Il y a du stress. Ouais. Le stress n'a jamais Arrêtez de stresser les femmes.
Pourquoi les femmes? Tu vois, encore une fois, mais on parle des femmes ici. Et puis, maintenant, le stress, s'il y a... qui donne le stress aux femmes? Moi, je sais pas, peut-être les femmes aux femmes. Voyons. Et puis, il faut savoir aussi ceci, hein, les femmes chez nous, quand je dis stress, les femmes sont plus sujettes au stress qu'aux hommes parce que la femme doit s'occuper de son mari. Merci. Doit s'occuper de ses enfants. Merci. Doit s'occuper du ménage. Merci. Doit s'occuper d'elle-même. Tout ça. Hein. Elle doit, au boulot, c'est elle qui doit faire tout, même ce pour lequel elle n'était pas prévue. Et si le patron la secrétaire doit faire le café, etc. Voilà. C'est pour elle. Ça fait beaucoup de choses. Bon, quand la femme et le monsieur reviennent du service ensemble, c'est la femme qui doit aller encore préparer, se charger de leur estomac. Donc, ça fait un peu plus de stress pour les femmes. Et donc, maintenant, en période post-ménopause, bon, c'est plus relax, quoi. Voilà. Donc, en période... Donc, il faut attendre tout ce temps-là, là, au fait, pour... Avant la ménopause, c'est-à-dire que c'est tout ce stress qu'il faut gérer. Il faut gérer les enfants, le papa... et elle-même, et son quotidien. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et donc, là, il y a encore plus de stress. Et donc, le risque est un peu plus élevé. Heureusement que leurs hormones sont là pour équilibrer les choses. Parfois pour les agiter aussi. Ouais, parce que les hormones, ça dépend. Hein, ça ne nous calme pas forcément. C'est pas très bien régulé. Oui. Voilà. Donc, du coup, mais je tiens à rassurer quand même les femmes que globalement, hein, pendant cette période, les hommes font plus d'AVC que les femmes, malgré tout. Mais c'est une période qui est à risque, qu'il faut savoir, et que les consultations prénatales ne doivent pas être négligées. Mettre au second plan. Ouais. La consultation prénatale, c'est ça qui vous sauve la vie. La consultation prénatale, c'est ça qui permet d'avoir un enfant intelligent, etc. Donc, on est intelligent le jour de votre naissance. Hein, et s'il y a des soucis, c'est le jour-là où vous devenez taré ou intelligent. Donc, c'est pas après, c'est le jour de la naissance. C'est pour cela qu'il faut donner beaucoup de chance à cet enfant. À tout le monde. Voilà. Et donc, en faisant la consultation prénatale, maintenant, si vous devez faire une consultation prénatale, une consultation pour un planning familial, allez vers la bonne personne. Les sages-femmes sont là, ils ont été formés, les gynécologues sont là, ils vous feront les consultations qu'il faut, ils feront des discussions avec vous, ils prendront des mesures pour prescrire la méthode et la qui vous sert le plus et qui soit, c'est pas, en fait, ce qui se passe des fois, les gens font des consultations planning familial eux-mêmes, parce que mon ami a acheté telle chose et que ça marche, on va acheter nous-mêmes. Non. Ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas de l'eau. Même des bonbons, des fois c'est dangereux. Ici, ce n'est pas de l'eau à boire. Donc, du coup, il vaut mieux aller chez un agent de santé qui va évaluer votre risque et vous proposer la meilleure des méthodes. Donc, le planning familial, ce n'est pas un truc qu'on ne fait pas mimétisme. Ce n'est pas un truc... c'est vrai que la vente des médicaments contre la contraception n'est pas sujet à une prescription systématique, mais il faut savoir que tout le monde ne peut pas prendre les mêmes contraceptions compte tenu de nos gènes, compte tenu de ce qu'il y a dans nos familles, compte tenu d'un certain nombre de maladies que nous avons. Et donc, ce n'est pas des choses à faire soi-même. Il serait souhaitable de faire une consultation durant laquelle on va faire une certaine évaluation et vous prescrire un certain nombre de médicaments. C'est vrai que durant la grossesse, il y a le diabète, mais ce genre de diabète ne se complique pas d'AVC. Donc, il faudrait que je fasse la part des choses. Oui. Puisque les gens peuvent penser le fait que, bon, il y a des diabètes gestationnels qui peuvent, des diabètes qui apparaissent pendant la grossesse. Ça peut se pas lié, quoi. Non, ça n'a pas, ces diabètes ne donnent pas, théoriquement, un risque d'AVC. Parce que pour que le diabète donne un risque d'AVC, il faut un certain nombre d'années d'évolution. Donc, un diabète qui apparaît pendant la grossesse n'a pas un risque de faire un AVC. Il n'est pas assez ancien. Je tiens à rassurer les femmes pour lesquelles peut-être un diabète pendant la grossesse a été on leur a dit qu'ils diagnostiqué. Bon, ce que je ne vais pas utiliser tout le terme voilà. Donc, du coup, il ne faudrait pas que ces femmes deviennent anxieuses parce qu'on a parlé d'AVC pendant la grossesse. Ça peut arriver, mais ce n'est pas
c'est un truc assez rare. Et quand on a fait les études, c'est autour de 0,3%, donc c'est pas non plus quelque chose qui court les rues, mais c'est quelque chose qu'on souhaiterait dire pour que les gens ne soient pas dans la méconnaissance de l'existence de ces complications et qu'ils soient plus ouverts à faire des consultations prénatales de façon sérieuse. Un grand merci, professeur. Pardon, l'AVC est une urgence médicale. Donc, si une personne ou vous présentez un de ces signes, il faut amener la personne au plus vite à l'hôpital parce que le temps, c'est toute une vie. Donc, c'est dans les 3 heures de temps, il faut absolument ramener la personne à l'hôpital. Donc, mesdames aussi, faites attention à vous. Les consultations prénatales, il ne faut pas négliger tout ça. Donc, c'est pendant ces moments-là qu'on peut aussi vous trouver des petits problèmes s'il y en a. Donc ne paniquez surtout pas, mais allez consulter, allez-y, on ne finira jamais assez de vous le dire dans cette émission. Donc consultation, allez-y. Grand merci professeur, je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie du CHU Cara. Merci beaucoup Farid pour ta chronique du jour et puis merci à notre partenaire Voltic, merci à Messia Fofo et à Abdel. Donc un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. Sachez, nous souhaitons aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux à nous envoyer des messages, beaucoup de messages d'un peu partout, pas que du Togo, mais ça fait chaud au cœur. Merci, nous sommes là pour vous. Continuez de nous suivre. On est aussi là pour vous apporter aussi des informations nécessaires pour votre santé. On se retrouve demain. Bye bye.